Une petite balade à une bourse d'échange. Ça vous dirait? Allez, c'est parti. La bourse ou la vis? En même temps que l'automne pointe le bout de son nez givré, réapparaît dans la vie de tout amateur de vieille mécanique la saison des bourses d'échange. Comment ces foires à la ferraille survivent-elles à la vague du numérique? Quel type de collectionneurs les fréquentent? Et y trouve-t-on encore la bonne affaire? Le mieux était de s'y rendre. Ambiance. Néo-crétacé de la collection automobile, par la volonté d'une poignée de passionnés esselés, la bourse, dite d'échange, avait autant pour but de troquer quelques pièces dégotées au hasard des campagnes que favoriser les rencontres, histoire d'éloigner l'idée que l'on n'était pas le seul à s'intéresser à de vieux machins que la société consumériste voulait oublier. Cette notion d'échange a-t-elle réellement existé? L'idée du profit n'a-t-elle pas rapidement chassé la philanthropie du concept de base? Je n'ai pas trop envie de me poser ces questions. Il avait déjà fallu que je me lève avant l'aube, que j'enfile quelques frusques qui ne craignaient pas, et que je me tape une bonne heure de route pour arriver sur le lieu des réjouissances. Comme d'habitude, j'allais me gourer de chemin, même si j'étais déjà venu à plusieurs reprises dans ce bled. Et quand j'arrivais sur le site, qui pouvait effrayer un néophyte par sa dimension apocalyptique, tellement il y avait de merde rouillée accumulée, il avait fallu que je sorte du bourg pour trouver une place. Cela m'apprendra à jouer les vieilles chochottes et avoir craint de venir à moto. Le jour se levait paresseusement sur un ciel sévèrement gris. Les chemins étaient gorgés de flotte, et faute d'avoir chaussé des godasses réellement étanches, il fallait un peu jouer Fred Astaire entre les flaques. Pourquoi ce type de manifestation ne se déroulait-il jamais en une période plus clémente? Et pourquoi fallait-il toujours se rendre en pleine Cambrousse pour assister à la fête au tétanos? À vrai dire, mon questionnement était stupide. On imagine mal un tel déploiement de ferraille sur le Trocadéro, sur la Canebière ou sur la place du Capitole. Et puis, l'entrée de l'hiver n'était-elle pas la saison où l'on révise, répare, améliore, restaure, relance de vieux projets nécessitant de se mettre en quête de la pièce manquante, ou mieux, de celle qui allait permettre de se lancer dans un nouveau chantier? C'était probablement dans cet état d'esprit que se trouvait le mec que je croisais dès l'entrée de la bourse, trimballant sur un vieux diable couinant ce qui semblait être une boîte de vitesse dont l'oxydation de l'alliage laissait présumer que la pièce avait longtemps séjourné en un milieu hostile. Faudra que j'adapte la cloche, mais depuis le temps que je cherchais, voilà ce que le type expliquait fièrement au bougre circonspect qui l'accompagnait. Devais-je vous avouer que c'est en partie ces fragments de vie, ces bribes de conversation, happées au débeauté, qui me motivaient par-dessus tout à effectuer le déplacement. Car en fait, je n'avais jamais rien trouvé, par conséquent, jamais rien acheté. Mes déplacements dans les foires à la ferraille avaient toujours été guidés par une sorte d'étude anthropologique sommaire et une étrange curiosité empreinte d'empathie. Cette immersion rubigineuse me permettait de même d'échafauder des hypothèses sur le vécu de certaines pièces abstraites et incomplètes et autres épaves corrodées, ainsi que sur leur vie future, une fois sorties de leur trépas cabossés, grippés et crades. Pour un type de mon acabit, qui n'avait de la mécanique qu'une approche essentiellement poétique, inventer des histoires était toujours moins hasardeux et onéreux que de se lancer dans l'aventure incertaine d'une restauration. Le mal ou les mots. Alors toi, tu es toujours dans les italiennes? Faut tarauder et y mettre une rondelle. Regarde, ça y va comme papa dans maman. Ça, c'est pas de la bécane de gonzesse. Ce florilège de belles allégations, surpris au fil des allées boueuses, sous-entendrait-il que le public sensible à la vieille mécanique est un tantinet phallocrate. Amateur d'objets du siècle dernier, nostalgique du c'était mieux avant,
Il était logique et regrettable qu'il soit imprégné des préceptes éducatifs de l'époque où il était admis que les garçons jouaient aux petites autos et les petites filles à la dinette. La bourse d'échange ne cède en rien à la règle. Des femmes, il n'y en a que fort peu, et les rares dames présentes n'ont guère le beau rôle. Peu de chineuses dans les allées, à vrai dire. Tout au plus peut-on croiser parfois, pendu au bras d'un mâle fier d'exhiber sa virilité, une délurée peroxydée, maquillée comme une meule chouravée, tatouée tel un flibustier, courtement vêtue, et pas toujours de première main. Ce type d'apparition, telle une fleur devant un essaim d'abeilles, attise les convoitises des exposants et visiteurs, abandonnant un instant le diamètre du carbu rouillé pour jeter un œil torve et lubrique sur l'objet du délit. Une fois la bimbo hors de portée, rangeant d'un pouce pas toujours discret l'émoi de leurs braguettes, les mâles reprennent l'inspection, laissant échapper, en guise de conclusion à l'intermède suggestif, une vanne salace déclenchant une salve de rire gras comme une baraque à frites. Puisque nous en sommes au chapitre de la frite, guidés par la fumée âcre, dirigeons-nous vers la buvette, point clé de toute bourse d'échange réussie. Investis dès l'ouverture par les mal réveillés en quête de stimulants, des femmes dévouées et bienveillantes servent aux matudinaux pour une modique somme un jus de chaussette et un croissant bien huileux. De bonne grâce, elles sont là. Femmes de l'organisation, bénévoles indéfectibles répondant toujours présentes pour tenir la buvette du loto des pompiers, de la kermesse du collège, de la fête à l'Ail Nouveau et bien sûr de la bourse d'échange. Elles se connaissent toutes, ne s'apprécient pas toujours, mais font front commun quand il s'agit de faire rentrer des deniers dans les caisses des assos du village. Faites-moi grâce de ne pas m'éterniser sur les monceaux de ferraille où se cache probablement la 7e merveille du monde. Un phare de Simcoe 100 peut-être, un pot d'échappement de Peugeot 103. Non, rendons plutôt hommage à ces dames de l'ombre. Stoïques devant les impatients, les resquilleurs et les lourdingues de service, elles sont là, efficaces et discrètes, le rimel mal ajusté, la permanente bousculée et empestant jusqu'au plus intime de leurs sous-vêtements une odeur de vieux barbecue survolté. Car après les cafés, il faut assurer la logistique du midi. Telles des ouvrières à la chaîne, l'une tranche des morcifs de pain dans lesquels une autre tartine le pâté de campagne, l'autre le jambon, la saucisse ou le coustelous. Car, comme dans toute manifestation populaire, on célèbre l'art de vivre à la française. Si l'on accepte d'employer l'anglicisme sandwich, c'est bien de charcutaille que l'on fourre les casse-croûtes. L'existence potentielle d'un régime vegan ou d'une croyance dissidente est incongrue. Ici, on dézingue du cochon. Chacun des apôtres de cette fête païenne ne se dispense du plaisir de la bonne rasade de sauce giclée d'un cubi de ketchup et d'une barquette de frites rescapée d'un bac d'huile boucané et noirâtre. Du gras, rien que du gras, c'est bien la substance à l'honneur dans une bourse qui se respecte. Gras, c'est la bouffe, comme le sont les pièces déchargées des fourgons. Graisseuses sont les pauvres recluses de la buvette, comme les mains rogneuses des fouineurs. Car la tradition veut que l'on se mette crade le jour d'une bourse. Une anti-fashion week en quelque sorte, où le vieux jogging douteux rivalise avec le t-shirt dont la trame élimée laisse tout juste transparaître la publicité pour Motus, Solex ou les voyages verdiers du soleil toute l'année. Et comme les matinées peuvent être fraîches et humides, les vieux anoraks luisants comme des routes un soir de l'an protègent les bedaines replètes. Des bonnets effilochés, des casquettes Kawa, Yamaha ou Jordan Bardella, des bobs cochonous, vestiges du dernier Tour de France, protègent les hures congestionnées et dissimulent les calvities précoces. Top là, affaire conclue. Internet a bousillé le marché. Une rengaine entendue depuis pas mal de temps auprès de nombreux exposants et quelques visiteurs. Toutefois, ce sont les mêmes qui reviennent année après année, prouvant qu'au bout du compte, on peut continuer à faire des affaires sur les bourses. C'est quand même plus convivial, on discute en vrai
et pas au travers du numérique, se justifie un type reluquant une plaque émaillée. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'arnaques sur les sites marchands. Et il y a aussi le problème du transport qui est évoqué. La poste, c'est des branleurs, ils font pas gaffe, ça peut se perdre ou arriver endommagé, se plaint l'éternel râleur. Si la présence de pièces réellement anciennes et exceptionnelles s'est naturellement raréfiée, le chineur avisé peut toujours trouver de nombreux moyens de satisfaire sa passion. Pour preuve, ce jeune père de famille, qui venait d'acquérir un rare cyclo japonais acheté en copropriété avec son fils de 12 ans. Gamin, je venais avec mon père sur les bourses. Je trouve normal de transmettre à mon tour. Et de rajouter, il ne faut pas venir avec l'idée de faire le coup du siècle, mais de dénicher un truc coup de cœur. La meilleure affaire, c'est quand le vendeur et l'acheteur sont contents de la transaction. De voir le sourire du blondinet poussant sa future monture peut laisser présager que l'esprit de la bourse d'échange n'est pas près de s'éteindre. Peut-être même qu'une nouvelle génération, saturée de numérique et d'intelligence artificielle, aura plaisir à venir fouiner dans ces manifestations hors du temps, où il faudra toujours se lever dépotrominé dans un matin frileux, se gourer malgré l'assistance d'un déploisoir autonome, se garer à perpète en dépit du satellite, éviter les rares flaques dues à la raréfaction des pluies, et se plonger avec un frisson coupable dans un monde quelque peu interlope, où l'on dégotera des pièces prohibées, pour lesquelles on continuera à se taper dans la main, en chuchotant, afin que la télésurveillance ne puisse condamner l'acte répréhensible de ne consommer sur le fichier des produits manufacturés. Top là, affaire conclue.